Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre espace d'entretien sur Congo Monde TV, un média qui reçoit pour vous différentes personnalités avec qui nous parlons des questions de l'heure, les questions bien sûr dans toute leur diversité. Merci à vous tous qui continuez à vous abonner sur notre chaîne, merci aux médias partenaires, merci à vous tous qui continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes numériques. Merci à vous tous qui continuez à nous écouter. Ce jour, nous recevons pour vous un homme politique qui a bien sûr différentes casquettes, il va lui-même se déballer, avec qui nous allons parler des questions de l'actualité, comme nous avons parlé tout à l'heure, actualité oblige. Nous allons parler avec lui des élections, comment est-ce qu'il appréhende les processus électoraux, comment est-ce qu'il va s'en prendre, et toutes ces questions, rassurez-vous, messieurs et dames, auront des réponses dans cet entretien. Merci de continuer à nous suivre. Alors, monsieur Daniel, bonjour. Bonjour. Monsieur Daniel, pouvez-vous d'abord vous présenter de manière brève? C'est qui, monsieur Daniel? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelles sont ses ambitions politique? Quel est son regroupement politique? Quel est son parti politique? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'accordez ce jour. Mais depuis ma abord, je pense que nous devons d'abord rendre gloire à celui qui nous a donné ce souffle de vie, l'Éternel Dieu des armées. Et moi, on m'appelle Daniel Mussombo Mbaza Tchissous. Je suis apôtre de la communauté Bonne Nouvelle. Mais dans mon parcours politique, je pense que j'ai commencé depuis les années 90. Parce que vers les années 90, où j'ai fait mes études au niveau de Kinshasa, et j'étais encadré par un ancien ministre de l'EPSP, M. Kofi Kilanga. Kofi Kilanga qui était secrétaire général de l'enseignement primaire et secondaire et puis ministre de l'enseignement dans le gouvernement Ngoussa Karlibon depuis le gouvernement Mongolo Diaka. Après, alors, il est parti au niveau de l'hôtel de ville où il était directeur de cabinet. Donc, j'étais à ses côtés, j'ai évolué ainsi. Alors, après mes études, je suis rentré ici dans la ville de Lubumbashi, mais au niveau de la ville de Lubumbashi, j'ai pu continuer. J'ai eu un parcours un peu avec l'honorable Faustin Bokonda, où j'ai fait l'assistanat au niveau du Parlement national, de l'Assemblée nationale. Alors, après ça, j'ai été au niveau de l'AFDC comme étant d'abord secrétaire au niveau chargé de la décentralisation et puis décentralisation intérieure au niveau de l'AFDC pendant des années et jusqu'à ce que j'ai été secrétaire exécutif adjoint. En étant secrétaire exécutif adjoint, mais pour le moment, j'ai postulé en étant toujours dans l'Union sacrée. Je suis, comme vous allez le constater, dans A25 et mon numéro c'est le 122 au niveau national et 177 au niveau provincial. Donc d'une manière brève, au moins, c'est ça mon parcours, parce que sans citer d'où on a travaillé, ce qu'on a fait. Alors, comme vous-même vous venez de le dire, vous êtes candidat à la députation nationale comme provinciale. Le processus électoral a commencé. Vous pouvez nous faire une analyse, bien sûr objective, depuis le début du processus jusqu'à ce jour? Bon, le processus, d'abord, il faudrait que nous puissions retenir quelque chose. J'ai par exemple des électeurs qui sont mes superviseurs, ils ont perdu leur carte d'électeur, ils sont allés au niveau de la CENI pour récupérer les duplicata, arriver là-bas.
ils ont rencontré des difficultés pour avoir au moins ne serait-ce que le duplicata. Pourquoi? Parce que on n'a pas retrouvé même des données de plusieurs au niveau de fichiers. Ce qui explique qu'on puisse même donner raison à ceux qui disaient qu'il y a certaines données qui sont disparues. Alors, j'ai au moins 5 cas que j'ai rencontrés de mes superviseurs. Et ce qui n'est pas bon pour le processus actuellement, parce que les gens risqueraient de venir au niveau de leur bureau de vote et ne pas retrouver leur nom, parce que je l'ai constaté quand nous avons envoyé nos gens. Mais sur le plan, peut-être, les difficultés aussi que les gens rencontrent, c'est par rapport à la situation économique, parce que, vous savez, quand vous évoluez dans le domaine politique, les élections, c'est un problème de finances. Ce n'est pas un problème seulement organisationnel, mais c'est un problème de finances. Mais par contre, nous, de mon côté, nous avons eu peut-être à organiser déjà nos bases depuis longtemps, parce que à l'heure actuelle, les élections, les gens préparent les élections à la veille. Mais nous avons eu au moins préparé les élections bien avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases qu'on organisait, des bases qu'on encadrait depuis très longtemps. Et moi, je pense que jusqu'à ce point ici, nous n'avons pas à se plaindre. Et nous évoluons ainsi. Est-ce que c'est vraiment une obligation d'abord légale pour les groupements politiques de financer leurs candidats? Bon, le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, au début, le recrutement qui s'est passé surtout dans cette ville de Lubumbashi et ailleurs, les autorités morales en recrutant, parce qu'il s'est passé un recrutement. Les gens ne sont pas partis de soi dans des partis politiques, mais ils ont été recrutés. Mais en le recrutant, vous allez vous rendre compte qu'on les a promis monde et merveille. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a de ceux qui n'avaient pas d'ambition politique, qui ne songeaient même pas un jour postuler. Mais il se retrouve que non, voilà, on te propose que nous allons te supporter avant, pendant, après. Et pendant ce temps, quand il se retrouve devant ces difficultés, il va dans des bases, préparer des bases ça et là. J'en connais plusieurs qui n'ont même pas encore fait une photo, même pas une affiche. Alors, ces gens-là se retrouvent dans des difficultés, ils n'ont pas d'affiche, ils ont promis aux bases qu'ils allaient faire des descentes, mais tout ce qu'on leur avait promis, on n'a pas donné. Alors, ce n'est pas dit que c'est de leur faute, mais c'est une obligation parce qu'on leur avait promis. Parce que quand vous promettez, ça devient une obligation. Sinon, dans le cas contraire, plusieurs n'allaient pas postuler. Plusieurs autorités morales ont proposé juste pour qu'ils aient au moins le seuil, qu'ils atteignent le seuil. Et c'est ce qui pose maintenant problème. Vous allez voir la plupart des affiches que vous voyez ici dans la ville. La plupart des gens ne font pas la campagne. Ils ont juste mis des photos et c'est fini. Ils attendaient peut-être le financement, mais ça ne vient pas. Mais les gens ne font pas la campagne. Ce n'est pas parce qu'il y avait peut-être cette suspicion-là disant qu'il n'y aura pas élection. Vous savez, à un certain moment, même s'il y avait ces problèmes, mais néanmoins, parce qu'il y avait doute des élections. On doutait que non, peut-être il y aurait report. Mais ces doutes n'avaient pas empêché aux gens de faire de bases, de constituer des bases ou de faire des descentes dans des bases. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est un problème financier et pas d'autre. Vous-même, vous l'avez déclaré, une fois de plus, vous êtes candidat. Nous vous voyons déjà sur terrain. Alors, la question qui nous vient en tête, comme vous êtes déjà sur terrain, nous vous avons vu déjà dans des images qui circulent en train de faire des dons. Je ne vais pas citer ici parce qu'on risque de vous copier. Est-ce que vous le faisiez déjà avant ou bien vous aviez attendu pendant cette année? Oui, je le faisais depuis longtemps parce que j'ai une fondation, la fondation Les Compagnons de Daniel Mussombo-Mbaz, où je le faisais depuis longtemps, où nous formons, nous encadrons de veuves, nous encadrons de jeunes filles. Et donc, dans le domaine de l'encadrement, nous sommes là et nous avons fait des dons depuis longtemps.
Même, vous allez voir dans certains quartiers où il n'y a pas d'eau, nous avons eu à faire de forage et les gens puissent de l'eau gratuitement. Nous vous voyons vraiment acharné. Quelle est votre cible, votre plan d'action une fois élu? Qu'est-ce que vous comptez faire pour vos électeurs? Vous savez, nous avons constaté d'abord, mon souhait de postuler est parti d'un constat. Parce que j'en ai été déjà victime plusieurs fois, victime de l'insécurité, lâche-moi. Alors nous avons constaté que l'exécutif, d'abord provincial, n'avait pas assuré vraiment sa tâche par rapport à la sécurité, ce qui nous a poussé d'abord en premier lieu. Notre cheval de bataille sera la sécurité d'abord, la sécurisation de la population de Lubumbashi. La seconde, ce sera peut-être l'amélioration des conditions, parce que vous allez vous rendre compte que il y a de ces gens qui habitent dans certains coins. Ils n'ont pas ni d'eau, ni l'électricité. Alors, à un certain moment, on se rend compte que non, voilà, même les députés qu'on avait élus, tous se sont donnés peut-être ils étaient distraits, ils n'ont pas pu jouer leur rôle par rapport à l'exécutif, le gouvernement provincial, parce qu'ils se sont familiarisés, ils ont fait l'amitié entre eux et rien ne pouvait alors avancer. Alors c'est pourquoi nous avons pris la décision, partant de ces constats, qu'on devait à tout prix maintenant nous lever. Parce qu'il y a plusieurs années, nous avons soutenu des députés, mais par après, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ces députés ne nous défendaient pas. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes jouer ce rôle pour défendre la population, et c'est ce qui nous a poussé à postuler. Une question qui m'est venue en tête. Il y a quelques jours, là, je parlais avec un honorable député aussi, qui avait aussi un projet, qui avait porté un projet dédié bien sûr, mais qui a été bloqué par les parlementaires et il est aujourd'hui mal vu parce que cet édit a été bloqué au niveau de l'Assemblée. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez rassurer? Parce que nous savons que vous, une fois élu en tant que député, vous n'allez pas seulement nous faire comme on le faisait autrefois, voilà, construire les routes, construire les forages, même si vous les faites, c'est par bonne foi, mais ce n'est pas votre mission. Vous avez pour obligation, là, au niveau du Parlement, de porter des édits, de proposer des édits. Alors, il y a un groupe, des catégories de personnes, je ne m'hasarde pas, je cite quand même les noms, je parle des handicapés, qui avaient leur édit et ils ont porté ça devant le Parlement, un édit très bien élaboré, mais ça s'est vu bloqué au niveau du bureau, au niveau de l'Assemblée, et jusqu'aujourd'hui, cet édit n'a pas été promulgué, n'a pas été examiné. Et aujourd'hui, ils ont eu la chance, parce que le chef de l'État venait aussi de promulguer la loi protégeant les personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer? Quelle sera votre approche? Quelle sera votre méthode de faire pression parce que vous avez déjà de belles ambitions pour que vos édits, vos propositions puissent parvenir? Quelle sera la technique que vous allez maîtriser? Parce que vous pouvez avoir de bonnes ambitions, mais au niveau du Parlement, ça bloque. J'ai été assistant parlementaire pendant dans la période de 2011 à 2018. En étant assistant parlementaire, je connais les enjeux. Je connais ce qui se passe, comment les gens dansent dans ces domaines-là. Mais à mon niveau, je sais que je veux faire de mon mieux. Les édits, par exemple, de personnes vivant avec handicap, nous allons nous efforcer de sorte que de telles initiatives puissent passer. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons complaisants au niveau du Parlement. Il y a la complaisance. C'est ce que je venais de vous dire. Quand vous faites l'amitié entre l'exécutif et le législatif, il n'y aura rien qui pourra avancer. Nous sommes appelés à faire le contrôle. Parce que c'est nous qui vivons avec la population. C'est nous qui vivons avec nos bases. Et c'est nous qui avons les difficultés de la population. Au lieu que nous puissions aller avec des propositions, parce qu'au niveau national, nous avons des propositions, des projets de loi, mais ici, au niveau, nous avons des édits.
Alors, au niveau provincial, il y a des édits, au niveau national, il y a des projets, des propositions de loi. Moi, je pense que vu les réalités, vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai eu à apprendre, j'aurais vraiment beaucoup de choses à faire et je ne serai pas complaisant. Parce que ceux qui me connaissent savent au moins la rigueur que j'ai. Dans tous les domaines, je suis un peu rigoureux et c'est avec cette rigueur que je vais aller. Je sais que je serai peut-être combattu, mais je veux avancer quand même. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des honorables députés par moment qui faillent à leur mission de contrôle parlementaire. Il y a autant d'institutions dans la ville ou dans la province, mais il peut y avoir des fois des problèmes qui touchent directement la population. Mais nos députés que nous avons élus, au lieu d'aller plaider pour la cause de cette population ou de ses agents, aller procéder au contrôle parlementaire, des fois, ces députés se font corrompre. Ils se font corrompre et c'est par exemple, on vous dit il y a eu mort d'homme dans dans telle société, il y a tel ou tel problème auquel les travailleurs font face. On vous dit par exemple, on monte une commission ad hoc d'aller au niveau de cette société-là et plaider la cause. Vous y allez, les députés y vont. Des fois, il y a des choses qui se font. Et qu'est-ce que vous pouvez rassurer? Parce que je vous rassure, c'est une question très sensible. Quand je vous parle, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Nous avons vu des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, qu'est-ce que vous... Surtout, j'accentue au niveau du contrôle parlementaire. Vous savez, j'ai l'anecdote. Une fois à Kinshasa, j'avais vu, une fois, ça fait un bout de temps, des honorables députés qui étaient à l'époque de l'opposition suivre d'autres honorables de la majorité pour leur demander s'ils avaient des dossiers, de sorte à ce qu'ils puissent au moins s'attaquer à un ministre pour gagner quelque chose. J'en ai vécu. Alors, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce sont des histoires qu'il faudrait combattre. Parce que la population souffre. Vous savez, le mal aussi de nos députés, c'est parce que pendant les vacances parlementaires, ils préfèrent aller vers l'extérieur que vivre avec la population. La population est meurtrie, la population souffre. Mais vous allez vous rendre compte, les députés vont vers le sud, l'Europe, parce qu'ils ont des passeports diplomatiques, ils se donnent ce luxe d'aller. Et ils ne viennent que pour 3 jours, 4 jours, ils amènent leur assistant pour leur récolter des données. Et quand ils vont là-bas, ce n'est pas pour qu'ils puissent au moins défendre la population, mais c'est pour leurs propres intérêts. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a une différence entre un homme d'État et un homme politique. Nous avons plus de politiciens que d'hommes d'État. C'est ça le mal du Congo. Mais parce qu'un homme d'État voit la génération future. Mais un homme politique, lui, c'est les élections et ses intérêts. Mais moi, je ne suis pas un homme politique, mais je suis un homme d'État. Parce que moi, je vois les générations futures. Il y a eu plusieurs choses que j'ai vécues dans cette ville de Lubumbashi. Et je peux vous dire, à une certaine période, j'avais même fui Lubumbashi pour l'Afrique du Sud pendant un temps. Je sais que je suis d'une probité morale un peu. Les gens peuvent vous le témoigner. Et je ne suis pas facile à être corrompre. Alors, je pense que le contrôle parlementaire sera mis. Nous allons nous y mettre d'abord pour les contrôles parlementaires. Parce que ce qui fait la force d'un parlement, c'est le contrôle parlementaire. Or, si vous ne le faites pas, comment vous allez évoluer? Les gens doivent vivre, parce qu'il y a des projets de loi qu'on vous propose. Maintenant, une fois proposé, il n'y a pas de suivi. Alors moi, je pense que je ferai de mon mieux pour faire le suivi et je serai peut-être le député qui mettra la différence par rapport aux autres qui sont passés. Alors, M. Daniel Moussambe, avez-vous une question que vous aurez voulu que l'on vous pose et ça sera votre mot de la fin? Bon, il y a 2 choses. Premièrement, vous savez, quand nous mettons des affiches au niveau des artères, nous payons avec l'argent.
Mais il se peut qu'il y a des inciviques qui prennent le luxe d'enlever les affiches partout où nous mettons. Alors que tous les candidats qui sont là sont en train de traverser parfois des moments difficiles. Mais si vous avez l'amour du changement du pays, je pense que vous devez avoir aussi l'amour de ceux qui postulent. Pourquoi? Parce que pourquoi retirer les affiches partout? La deuxième des choses, il y a une question que plusieurs me posent par rapport au coq qui est à côté de moi. Parce que le coq ici, les gens me posent, est-ce que vous êtes fermier, vous êtes ceci? Bon, il fallait que quand même je puisse profiter de l'occasion pour expliquer. Je mis ce symbole de coq parce que d'abord dans ma fondation, le coq symbolise d'abord qu'il est temps, il vous réveille. Pour que les gens prennent conscience, d'abord, il faudrait se réveiller. La deuxième des choses, le coq est une unité de production parce que nous prenons le développement. Le coq, quelle que soit la façon dont on peut le traiter, il peut partir, il reviendra toujours le soir et il vit au quotidien avec ceux qui sont avec lui. Vous pouvez le bouffer, mais il ne fuira jamais. Donc nous avons la fidélité et la loyauté. Donc il faudrait que la population lochoise puisse nous faire confiance parce que moi je suis, comme je l'ai dit, Nkoko wa Munyumba. Et Nkoko wa Munyumba, il sera toujours avec vous, il va vous défendre. Faites-moi confiance, faites confiance au 122 au niveau national et 177 au niveau provincial. Je suis là, je serai là. Ceux qui me connaissent savent au moins comment j'évolue et comment je mène ma vie. Merci. Monsieur Jedam, merci de nous avoir suivis sur votre chaîne YouTube Congo Monde TV. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt et avec un autre numéro. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité.